Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis David Bach, professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP, et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une proposition de correction du sujet sur lequel ont planché les candidates et candidats au concours de commissaire de police en culture générale en 2023. Il s'agissait donc d'une citation de Pierre Mendès France lors d'un discours à l'Assemblée nationale du 3 juin 1953, « Gouverner c'est choisir, si difficile que soient les choix ». Bien, alors je dirais que c'est un sujet pas évident à quelques égards, enfin, déjà parce que c'est un sujet citation, et donc dans un sujet citation, bon, il y a toujours voilà, une profusion de mots, enfin ce sont souvent des sujets assez longs, donc, et il faut être capable de discriminer ce qui est utile de ce qui l'est moins, ce qui est important de ce qui l'est moins, notamment dans les termes, et un sujet qui présente une petite difficulté dans le sens où il ne renvoie pas, alors bon, un sujet politique, donc généralement une matière, enfin un champ qui a été largement travaillé par les candidats, mais qui présente au cas présent cette difficulté qui tient à ce que on sent bien que la question du gouvernement est proche de la question de la démocratie, de ses dérives, de ses problèmes, pas très loin non plus de la question de la représentation, et en même temps, c'est pas tout à fait ça. Et donc, bon, le premier écueil à éviter, ce serait évidemment comme toujours, hein, de biaiser le sujet vers un terrain plus facile ou plus favorable, donc la crise de la démocratie, de la représentation, qui sont des choses généralement qui ont été plutôt bien travaillées par les candidates et les candidats. Et voilà, il faut vraiment affronter cette question du gouvernement, bien définir le gouvernement et essayer de comprendre ce qu'a voulu nous dire Pierre Mendès France. Et bon, pour vous livrer mon sentiment, enfin la problématique, hein, le problème du sujet en deux mots, c'est effectivement qu'il y a une contradiction dans le régime démocratique, qui est habité d'une part par une conception assez rousseauiste de la volonté générale, qui suppose, et la conception rousseauiste de la volonté générale étant assez organiciste, assez unanimiste, hein, si vous voulez, l'idée que en démocratie est légitime ce qui est conforme à la volonté générale, c'est-à-dire à la volonté de chacun comme union dans la volonté générale, et il y a voilà, c'est une conception assez unitaire finalement du choix en démocratie, et que pour que chacun demeure libre, il faut qu'il ait consenti à ce qui était décidé par tous. Or, c'est une fiction en réalité, parce que il est évidemment pas possible, et à plus forte raison dans de grands États avec des populations assez larges, que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il est bon ou non de décider pour la collectivité. Et bon, alors l'actualité politique en livre des exemples continus et assez frappants. Hein, si vous voulez, en démocratie, une constatation assez simple nous conduit à repérer la diversité des intérêts, la diversité des volontés, la diversité des conceptions de ce que doit être l'intérêt général. Or, voilà, d'une part, la démocratie habitée par une conception assez unitaire de ce que doit être l'intérêt général, et d'autre part, on a le gouvernement. Et gouverner, c'est une des facettes du pouvoir en démocratie, hein, conformément à la théorie de la séparation des pouvoirs. C'est aujourd'hui la facette prépondérante de ce pouvoir, hein, qui incarne le pouvoir démocratique. Et le gouvernement, il doit continuellement faire des choix, c'est-à-dire trancher, affronter les problèmes, discriminer dans l'incertitude. Dans un régime d'incertitude. Or, comment est-ce que, face à la difficulté du présent, à la certitude de l'avenir, le gouvernement, qui va faire un choix nécessairement unique, c'est-à-dire trancher, c'est-à-dire discriminer, c'est-à-dire abandonner toutes les options possibles pour traiter un problème, à l'exception d'une seule, conserve sa légitimité dans un contexte où voilà, on a l'idée que la décision politique doit être conforme aux souhaits du plus grand nombre.
Et c'est là la difficulté du gouvernement démocratique et qui se repère dans des formules un peu attendues et qu'on retrouve souvent dans les documentaires politiques. Et il y avait assez récemment sur LCP une série il me semble, 5 documentaires ou quelque chose comme Si les Français savaient, je pense que vous pouvez le retrouver sur le site, où étaient interviewés 5 premiers ministres, Fabius, Juppé, Édith Cresson, Jean-Pierre Raffarin et peut-être un autre Premier ministre, mais je ne m'en souviens plus duquel. Et bref, et à chaque fois que des hommes et des femmes qui ont occupé le poste de Matignon font un retour d'expérience, ils soulignent tout le temps cette difficulté qui est celle d'avoir à trancher au quotidien la myriade, la multitude des problèmes, et toujours dans une situation d'incertitude, toujours parce que voilà, gouverner, c'est aussi trancher dans un temps court, trancher rapidement dans l'incertitude, devoir prendre des décisions dont on n'a pas vraiment toujours le temps d'étudier si elles vont être bonnes ou mauvaises. Voilà, donc après ces quelques mots d'introduction, je vais vous proposer de façon assez classique une correction qui suit un corrigé que j'ai pu faire. Et en introduction, en accroche, j'ai trouvé une citation une formule assez tranchante, comme toujours, de Georges Clemenceau, qui a été président du Conseil sous la Troisième République, et qui disait pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et 3 c'est déjà trop. Et voilà, par cette phrase, Clemenceau soulignait un peu la difficulté, l'exercice de gouverner, et plus encore en système démocratique et libéral, parce que la décision, dès qu'on commence à prendre le temps et à consulter, c'est déjà un peu fichu. Bon. Alors, gouverner vient du latin gubernare, qui signifie diriger un navire au moyen d'un gouvernail. Effectivement, cette métaphore marine, et celui qui tient la barre, c'est celui qui est maître à bord du bateau. Et écoutez, sur un bateau, malgré la multitude des passagers, il n'y a toujours qu'une seule personne qui tient la barre, et c'est dire que gouverner, c'est une sorte d'exercice un peu solitaire, et ça implique un peu aussi de trancher parmi la multitude des routes offertes. Et il y a une responsabilité aussi qui est celle de mener le navire à bon port et d'éviter les routes et les vents mauvais. Par ailleurs, le gouvernail, la barre est toujours installée à une zone particulière du bateau, un peu en retrait, un peu surélevé, pour avoir une vision large des événements. Et toutes ces choses sont un peu évidentes, mais c'est toujours intéressant d'en passer par l'étymologie des mots, parce que ça permet déjà de repérer quelques problématiques. Bon, par extension, le mot a désigné la conduite des personnes et des choses, ainsi que le révèle le dictionnaire de l'Académie française. Et d'ailleurs, le mot n'a pas strictement un sens politique, parce qu'on peut dire se gouverner soi-même, gouverner la maison, se gouverner conformément à la raison. Mais aujourd'hui, je dirais que gouverner a 2 sens, un sens strict et un sens large. Donc, au sens large, c'est effectivement la conduite de l'État ou l'exercice du pouvoir politique. Et au sens strict, et il faudra évidemment insister sur cette distinction, parce que au sens strict, c'en est donc venu à désigner le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, qui n'est qu'une des facettes du pouvoir politique en démocratie, et donc le gouvernement de la cité. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il faut repérer dans le devoir que aujourd'hui, le pouvoir politique démocratique s'identifie assez largement, se confond assez largement, il se confond assez largement avec le Parlement, vous me direz, et vous aurez raison, mais aujourd'hui, on constate bien que la prééminence est accordée à l'exécutif. Et on le voit d'ailleurs dans le jeu institutionnel, et on l'a vu avec la réforme des retraites, qui offre au pouvoir exécutif un certain nombre de prérogatives que l'on appelle en droit constitutionnel de parlementarisme rationalisé, et qui permet en réalité au pouvoir exécutif d'imposer sa méthode, sa vision au Parlement, tout ça au nom d'un impératif d'efficacité en réalité, parce que dans l'idée de gouverner, il y a un impératif
d'efficacité. Bon. Et poser ces questions, c'est poser aussi la question de qui doit gouverner. Parce qu'un des problèmes, des problématiques aujourd'hui qui se posent, c'est une sorte de suspicion au nom qui est à l'égard des gouvernants et qui se résume ainsi, c'est qui gouverne réellement. Parce que il y a effectivement l'idée que les gouvernants, les capitaines du navire, est-ce qu'ils ne sont pas sous influence? Alors, évidemment, il y a des marxistes de la domination du capital, mais il y en a certains qui parlent d'état profond. C'est quelque chose qui a une thématique beaucoup exploitée par Donald Trump, hein, l'ancien président populiste et des États-Unis d'Amérique. Il y a effectivement aussi toute une thématique du règne des experts. Hein. Est-ce que finalement le gouvernement n'a pas été abandonné pendant la crise du Covid-19 aux experts, à la science, et qui prive de fait la décision de sa nature politique, c'est-à-dire de sa délibération sur les fins souhaitables qui seraient confisquées par le supposé accès privilégié de la science à la vérité. Bon, en tout cas, comme je vous disais, si gouverner c'est choisir, ça implique toujours de distinguer, de discriminer, d'élire, de désigner. Et donc de distinguer, de trancher parmi toutes les routes qui sont offertes à la communauté politique. Et c'est là toute la difficulté de l'exercice, parce qu'en réalité, les sociétés ne tendent pas naturellement vers l'harmonie. Hein, elles ne s'autorégulent pas spontanément, et du fait de l'irréductible tension qu'il existe entre les désirs individuels. Et à ce compte-là, c'est assez intéressant de voir que l'étymologie de choisir, c'est l'ancien français quasir, qui signifie surtout apercevoir. Et donc, derrière l'idée de gouverner, c'est choisir, cette idée que parmi le flot des possibilités, des désirs, des tensions qui agitent la société, il faut que le gouvernement aperçoive un futur radieux où mène la collectivité à un lendemain meilleur, et ce en dépit des obstacles, de l'incertitude, parce qu'en fait en politique, aussitôt qu'on a fait un plan, il se révèle toujours contredit par les événements. Et d'ailleurs, c'est pour ça on fait la reproche aux hommes et aux femmes politiques de mentir et d'être jamais fidèles à leurs promesses. Mais le peuvent-ils vraiment? Hein, c'est en tout cas la leçon de Machiavel dans Le Prince, hein, c'est que gouverner implique de ne pouvoir être fidèle par principe à des promesses ou à des valeurs, parce qu'il y a l'imprévisibilité des événements et les conditions toujours changeantes qui font qu'on ne peut jamais dérouler un plan parfaitement prévu à l'avance, mais qu'il faille toujours s'adapter. Et ça aussi, c'est une des difficultés du choix du gouvernement. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, la question donc c'est si la politique c'est un espace d'affrontement, c'est un espace de tension et d'aspiration contradictoire, la question ça va être de savoir comment réguler et trancher ces conflits, hein, sur la définition d'intérêt général, parce que notre société instaure un mécanisme de règlement pacifique des différends, fondé sur règles de droit, qui s'exprime dans le jeu démocratique, et donc il y a une question de méthode, hein, de méthode politique, de méthode démocratique, et bon, aujourd'hui, la méthode de gouvernement est manifestement confrontée à une certaine crise. Hein, elle est très contestée, enfin, encore une fois, je reviens à la réforme des retraites, mais plus largement, on voit bien aujourd'hui que les outils de gouvernance sont aujourd'hui très contestés, et donc il y a une thématique de la crise qu'il va falloir explorer. Donc sur la problématique, dans un contexte de crise exacerbée du pouvoir exécutif, confronté à un procès en illégitimité et suspecté d'être impuissant face au désordre du monde, comment garantir la légitimité des décisions gouvernementales en démocratie? Donc un plan classique en deux parties, deux sous-parties. Grand 1, le pouvoir exécutif de la prééminence à l'impuissance, et grand 2, l'action gouvernementale au défi de sa légitimité. Donc grand 1, donc voilà. Pour revenir un peu, comme toujours, sur la généalogie du problème, et la promesse démocratique, née avec la Grande Révolution de 89, fut longtemps comprise comme une
consécration du pouvoir législatif, seul représentant de la volonté du peuple, mais face aux crises. En fait, c'est explorer l'idée selon laquelle le pouvoir exécutif s'est affirmé dans l'équilibre démocratique au détriment du pouvoir législatif. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, gouverner, c'est choisir. Hein, le législatif, c'est un pouvoir effectivement extrêmement performant pour élaborer des politiques publiques complexes, prendre le temps de la délibération et de souscrire ainsi au crédit, de satisfaire ainsi le credo démocratique. Mais face aux crises, face à la nécessité de trancher vite, effectivement, le pouvoir exécutif a pris s'est affirmé comme le pivot du système représentatif. Et d'ailleurs, les révolutionnaires, en 1789, se défiaient du pouvoir exécutif, parce que pour eux, le pouvoir exécutif, en fait, c'est une sorte de répétition du pouvoir monarchique, et ils en étaient arrivés à établir un système de gouvernement où la primauté était conférée au pouvoir législatif. C'était une idée assez rousseauiste, parce que le législatif est seul le seul à exprimer la volonté générale. Et même, ça se retrouvait dans le sac de la loi comme norme abstrait, générale et impersonnelle. Hein, c'était l'idée que le gouvernement qui règle les décisions de tous les jours soit subordonné au pouvoir législatif et au règne de la loi, expression de la volonté générale. Bon, mais finalement, c'est ce que nous rappelle Pierre Rosanvallon dans Le Bon Gouvernement, un ouvrage paru en 2015, peu à peu, entre le 19e et le 20e siècle, le pouvoir exécutif s'est affirmé, pour en arriver à la Ve République de 58 et au développement connu ensuite, et notamment l'élection du président de la République au suffrage universel en 62. Et c'est dans les crises, en réalité, que le pouvoir exécutif s'est affirmé. Évidemment, d'abord dans les guerres mondiales, et puis effectivement, la Ve République est née dans le contexte de crise de la Quatrième République, et notamment dans le conflit algérien. Et c'est bien dans un contexte où le pouvoir législatif, donc le Parlement, met en danger continuellement le pouvoir exécutif, avec le jeu de l'instabilité gouvernementale, que Charles de Gaulle arrive et dit tout ça c'est fini, et on va instaurer un pouvoir exécutif fort, parce qu'il faut un pouvoir qui soit capable au quotidien de trancher, de faire face aux crises et d'imposer ses volontés, ne soit pas perpétuellement menacé par l'organe représentant la volonté générale. Bon. Et donc, le pouvoir exécutif s'est affirmé, et la troisième idée que je souhaiterais développer dans ce grand A, c'est la difficulté de gouverner, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir exécutif est devenu le centre de gravité des démocraties modernes, en quête d'efficacité dans l'action politique et d'incarnation du pouvoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les membres de l'exécutif, plus que ceux du législatif, qui incarnent aux yeux de la population le pouvoir politique. On scrute la moindre phrase, à plus forte raison dans un contexte de réseaux sociaux. Et gouverner, c'est choisir, et effectivement, gouverner, c'est choisir, gouverner, c'est difficile, c'est trancher entre des contraires, c'est toujours trancher entre des conflits de légitimité. Et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, dans un ouvrage Impression et ligne claire paru en 2021, et coécrit avec son fidèle conseiller et ami Gilles Boyer, prenait l'exemple de la fiscalité écologique pesant sur l'essence et la limitation à 80 km/h sur l'aide des campagnes. Je vous rappelle, ce sont deux mesures qui ont contribué à déclencher le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est des mouvements de contrainte sur la voiture, mais qui ont déclenché justement ce mouvement des Gilets jaunes, alors que c'est des mesures qui, a priori, pouvaient se présenter comme étant des bonnes mesures, parce que limiter à 80 km/h pour des impératifs de sécurité routière, augmenter la fiscalité écologique, évidemment, pour l'écologie. Et en fait, ça révèle cet épisode, et finalement, ce sont des mesures qui étaient a priori bonnes, mais qui ont suscité une grogne sociale, parce que
une partie de la France s'est sentie attaquée au porte-monnaie et méprisée parce qu'elle est contrainte de prendre la voiture tous les jours et que ce sont les citadins qui lui imposent des règles tatillonnes de sécurité, enfin dont elle ne voulait pas. Bon. Et donc c'est un épisode qui, mais parmi plein d'autres, révèle toujours la contrainte un peu absolue de l'action politique, le conflit de légitimité dans lequel est pris l'action politique, parce qu'il y a toujours différents systèmes de valeurs qui sont mobilisables et qu'à un moment il faut toujours en favoriser un plutôt qu'un autre. Bon, alors B, aujourd'hui, la crise de l'agir politique qui frappe nos gouvernants. Bon, je pense qu'une des principales raisons de la crise de légitimité qui frappe nos gouvernants, c'est l'espérance un peu irrationnelle qu'on met dedans. Parce que avec l'instauration du pouvoir démocratique en 1789, c'est rien d'autre qu'un projet d'instauration du pouvoir de l'homme sur lui-même et sur le monde. C'est ça, un pouvoir d'autonomie, c'est-à-dire que l'homme proclame en 1789 qu'il va devenir l'auteur de son monde et qu'il reprend le pouvoir politique au roi, à la monarchie, au tyran, au monarque, et finalement va s'occuper lui-même de la boutique, et avec une mythologie du pouvoir démocratique qui est que rien ne va pouvoir céder à la volonté de l'homme. Or, en réalité, c'est pas tout à fait ça, et l'institution de l'État, c'est un peu la même chose, si vous voulez. On est un peu habité par l'idée du Léviathan démocratique, l'idée hobbesienne, qui est que c'est le souverain, le pouvoir absolu, et tout ça s'est décliné de façon assez claire dans l'État-providence. L'idée que l'État allait pouvoir et subvenir aux besoins, aux problèmes de chacune et chacun d'entre nous. Or, il faut bien constater avec cette sentence un peu amère de Lionel Jospin, prononcée en 1999, l'État ne peut pas tout. Or, on attend énormément de l'État, on attend quasiment tout de l'État, mais l'État, comme le disait Jospin, ne peut pas tout. Et cette espérance un peu démesurée qu'on met dans nos gouvernants, elle est nécessairement un peu déçue, je pense. Et effectivement, la question du choix du gouvernement, ça pose aussi la question du pouvoir du gouvernement. Est-ce que finalement le gouvernement est toujours en mesure de choisir Et ça, c'est pas certain. Bon. Et donc il y a cette thématique qui nous habite, qui est l'idée de l'impuissance démocratique, de l'impuissance gouvernementale, et qui est alimentée par le fait que gouverner, c'est choisir, certes, mais qui fait les choix ? Qui fait les choix ? Est-ce que nous sommes encore nos gouvernements qui font les choix ? Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une thématique de la dépossession par des institutions internationales, une thématique de la dépossession par des cours suprêmes qui sont parfois susceptibles de mettre au pas une partie des législations nationales. Enfin, les juristes que vous êtes connaissent toute la série et tous les épisodes ayant conduit à la réforme de la garde à vue à la suite de l'arrêt de 2010 Brusco contre France de la CEDH. Voilà, et donc il y a cette thématique, cette frustration de la dépossession des possibilités du choix par nos gouvernants au profit d'institutions internationales. Et par ailleurs, il y a une idée intéressante, c'est que dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus incertain, il y en a qui critiquent finalement le règne de la technocratie, soit l'idée que nos gouvernants s'en seraient remis à la science et au règne des experts pour régler les problèmes. Et bon, alors, dans le contexte de la crise du Covid-19, il y a une philosophe, Barbara Stiegler, qui écrit De la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation, qui a largement critiqué ce recours à l'expertise et cette dépossession démocratique au profit des experts, voilà, et qui est visible dans énormément de domaines de la vie sociale aujourd'hui, pas seulement le Covid-19. Bon, là-dessus, moi je pense qu'il faut quand même être un peu raisonnable et pondéré, parce qu'on vit dans un monde de fait de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, et il y a une requête de la part des populations d'une gestion efficace et la meilleure possible et rationnelle de toutes ces choses-là. Or, c'est sûr que pour lutter contre une épidémie, peut-être pas si mal quand même d'avoir une connaissance scientifique des problèmes. Bon, vous en pensez bien ce que vous voulez. Moi, il me semble que, notamment dans une dissertation, il faut avoir une approche un peu modérée de cette question. Bon. Donc je passe au grand 2, l'action gouvernementale au défi de sa légitimité, et voilà la thématique de la crise des institutions représentatives,
est aujourd'hui un leitmotiv connu, la question de la représentation. Donc bon, il y a cette idée de l'équivoque de la légitimité démocratique, hein, entre souveraineté populaire, est-ce que c'est le peuple qui doit décider au jour le jour, est-ce qu'on remet à nos gouvernants la, euh, la possibilité de régir la société, hein. Alors c'est une thématique qu'on a vu largement déployée chez Pierre Rosanvallon, c'est une thématique qu'on a vu ressurgir là encore récemment avec la réforme des retraites, avec la thématique de la légitimité procédurale ou légale contre la légitimité de la rue, sont l'idée qu'en fait, gouverner, c'est choisir, mais est-ce que finalement, il faut remettre les clés du camion à des gouvernants pendant 5-7 ans sans que le peuple ait tout à fait son mot à dire? Et c'est une dimension importante, il me semble, du sujet, qui est de la méthode de gouvernement, finalement, si vous voulez, parce qu'on voit bien que on a vécu une démocratie d'autorisation, c'est-à-dire justement par le vote, on remet à des gouvernants les clés du camion, justement, et aujourd'hui, il y a une requête de citoyenneté d'exercice, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle accru, une reddition de comptes accrue des gouvernants à l'égard des gouvernés. Et c'est bien dire que gouverner, c'est choisir, si difficile que soient les choix, mais en fait, on n'accepte plus tellement ça, l'idée que le gouvernement, face à la multitude des choix qu'il a à faire, soit un peu indépendant dans la question de son choix, et on veut que le choix du gouvernement soit contraint de façon continue, par une démocratie continue, selon l'expression du constitutionnaliste Dominique Rousseau. Ouais, et dans ce cadre-là, on peut faire des développements sur la critique du parlementarisme rationalisé, hein, qui est une expression de Boris Mirkin Ketsevich en 1928. Et le parlementarisme rationalisé, c'est rien de moins que les mécanismes qui permettent d'assurer la prééminence du pouvoir exécutif sur le législatif afin de garantir la stabilité de l'action gouvernementale. Et on a bien vu aujourd'hui que ces critiques, que ces mécanismes sont plus vécus comme légitimes. Bon. Alors, par ailleurs, on a en B, et je voudrais développer l'idée que face à toutes ces thématiques, il y a une requête de démocratisation de l'exécutif pour faire obstacle à la tentation autoritaire, parce que repérer qu'un des ferments une des manifestations de la crise, c'est effectivement la désaffection démocratique, et que plus que jamais gouverner, ça va impliquer d'affronter la complexité du réel, hein, dans un contexte de mondialisation, dans des contextes de crise à répétition, face à la transition écologique, on ne va pas pouvoir avoir des réponses simples. Or, face à ces questions, il y a des forces qui de plus en plus viennent nous dire, en fait c'est très simple, il suffit de faire comme si, de virer tous les immigrés, ou de fermer les frontières, de prendre l'argent à ceci pour le donner à cela. Enfin, il y a des solutions dites populistes. Il y a un populisme de gauche, il y a un populisme de droite. Bon, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur les définitions, mais reste que y a une certaine tentation pour l'autoritarisme politique, hein, qui ressurgit, et on le voit dans la floraison des partis populistes et leur faveur, hein. Donald Trump, Giorgia Meloni en Italie, Benjamin Netanyahou en Israël, qui est quand même rien de moins en train qui a essayé récemment quand même rien de moins que de confisquer la démocratie, puisque en mettant en pas la Cour suprême, Johnson, Viktor Orban, bon. Et tout ça, ça traduit une certaine insécurité, une certaine inquiétude des citoyens, ou d'une part des citoyens face à l'avenir. Et en fait, cette insécurité, cette inquiétude, on ne va pas la résoudre avec des solutions simplistes, hein, parce que gouverner dans un monde incertain, de plus en plus incertain, ça va être de plus en plus difficile, et ça va requérir de plus en plus de faire face, en réalité, d'affronter, en réalité, la difficulté du gouvernement. Et on peut finir sur l'idée que pour résoudre la crise de la légitimité gouvernementale, ce serait plus une démocratisation du pouvoir exécutif afin d'en restaurer la légitimité, selon l'idée que
que j'ai développé tout à l'heure, qu'on ne peut plus donner un permis de gouverner à nos gouvernants, mais avoir un contrôle continu sur eux. Voilà, chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que ce corrigé vous aura été utile à la fois pour ceux qui ont pu composer dessus lors du concours et pour celles et ceux qui dans le cadre de la préparation du concours de commissaire ou de tout autre concours, souhaitaient voilà, voir fonctionner la méthode et la façon dont on peut raisonner sur des sujets de culture générale. Sachez que ce n'est pas à corriger au sens de ce qui était attendu ou de ce qu'il fallait faire absolument face à un sujet si complexe, un beau sujet et si large. Il y avait évidemment beaucoup de portes d'entrée, mais ayez en tête qu'il fallait toujours bien garder, bien affronter la question des spécificités du gouvernement et pas traiter de façon large la crise de la démocratie, mais bien traiter de façon particulière la place du gouvernement en démocratie. Mais encore une fois, il ne s'agit pas, et à plus forte raison que culture générale, d'une liste d'arguments et d'idées à cocher. L'idée, c'était de solliciter de vous que vous puissiez développer et montrer au correcteur une capacité à raisonner et à articuler quelques idées simples et pertinentes dans un devoir clair et argumenté. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite de vos révisions. Je sais que c'est difficile, mais accrochez-vous. Au revoir.